Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On va attendre peut-être une minute le temps que les derniers retardataires se connectent. Pas retardataire, il est 30. Et ensuite, on commencera. Alors, vos caméras et micros sont volontairement coupés. On aura un temps d'échange à la fin durant lequel on pourra aussi vous activer les micros et caméras pour ceux qui voudront prendre la parole. Et, euh, et effectivement, il y a donc le chat, si vous voulez nous poser, en tout cas réagir à ce qui va être dit. Il y a aussi un onglet questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Nous, on viendra aussi soit compléter au fil de l'eau, soit on rebondira sur vos remarques à la fin du webinaire. Bon, merci de vos bonjours, hein, parce que c'est pas si souvent que quand on commence un webinaire, on a le droit déjà à des bonjours et de la discussion dans le chat. Donc, bonjour à tous, effectivement. Je vois que ça se connecte plutôt pas mal. On peut peut-être commencer. Mm. Eh bien, c'est parti. Hop. Alors, normalement, vous voyez tous l'écran. Si jamais vous avez des bugs techniques, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, le premier webinaire 2026 du Handipact Île-de-France sur le thème de la prévention de la désinsertion professionnelle. Pour vous donner le déroulé de l'heure et demie qu'on va passer ensemble, on va avoir un petit mot introductif de Franck Lassade du FIPHFP. Et ensuite, le webinaire sera découpé en trois parties. La première sur les dispositifs généraux de prévention. Ensuite, on viendra un petit peu zoomer sur les différentes familles de contraintes de risques professionnels dans l'exercice des fonctions des agents. Et on aura une troisième et dernière partie sur la réflexion autour des mobilités professionnelles et des métiers passerelles. Et comme je le disais tout à l'heure, on aura un temps d'échange et de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, avant de commencer, je laisse la parole à Franck qui va vous dire quelques mots. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux de l'invitation du Handipact pour ce premier webinaire qui est organisé donc aujourd'hui sur la désinsertion professionnelle. Donc je suis Franck Lassade, je suis directeur territorial en charge du handicap pour le FIPHFP. Le FIPHFP, pardon, a été créé par la loi du 11 février 2005. Donc sa mission, c'est l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, l'évolution des agents publics en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique. En gros, il collecte des contributions des employeurs publics et finance des actions pour atteindre le taux des 6% de personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique sur les trois versants. Donc le FIPHFP, je rappelle juste les grands agrégats financiers, c'est 118 millions d'interventions qui ont été financées, 18 millions pour des aides sur les plateformes en ligne, près de 50 millions pour les conventions employeurs, 48 millions pour les partenariats et, euh, et en fait la répartition des contributions, donc ce que versent les employeurs de la fonction publique, c'est 28 millions pour la fonction publique hospitalière, 26 millions pour la fonction publique territoriale et 72 millions pour la fonction publique d'État. Donc ça a permis de financer des actions pour les 287 130 bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sur la partie inclusion, 37 000 sur le recrutement et en compensation, c'est près de 8 000 dossiers donc, qui ont été soutenus par le FIPHFP. Donc pour revenir sur la thématique d'aujourd'hui, sur la prévention de la désinsertion professionnelle, ça s'inscrit comme un volet essentiel du maintien dans l'emploi qui vise à éviter la rupture définitive d'un parcours professionnel suite à une altération de santé ou à un handicap. Et la prévention de la désinsertion, alors elle regroupe des actions destinées à repérer précocement les risques d'abandon durable de l'emploi et accompagner les parcours pour que l'agent conserve son activité ou puisse se insérer dans un emploi adapté. Donc, schématiquement, les actions du FIPHFP pour prévenir la désinsertion s'articulent autour de la formation des acteurs, l'appui à l'employeur pour structurer une démarche de prévention,
comme par exemple, on a les conventions employeurs qui, sous la forme de contrats d'objectifs et de moyens, permettent de structurer des plans d'action incluant des actions de prévention et de maintien dans l'emploi. On a également des financements ciblés pour la prévention et le maintien dans l'emploi. Donc, on a l'aménagement de postes d'adaptation du travail. On a aussi un soutien humain et technique, notamment à travers le tutorat, donc, ce qui permet de compenser les freins liés au handicap ou à la santé. On a aussi un volet formation et évolution professionnelle, donc qui touche le champ de la reconversion professionnelle. On a aussi l'accompagnement coordonné avec les acteurs de la santé au travail, les ressources externes, pour anticiper l'aggravation d'une situation de santé. Donc, on est vraiment là sur la prévention et c'est un axe important du FIPHFP. Donc, l'action du FIPHFP, ça s'inscrit dans une coordination interinstitutionnelle en participant à des protocoles nationaux. Alors, on a l'État, les Cap Emploi, les France Travail, la GFIP. Tout ça, c'est pour optimiser la coordination entre les acteurs au service de l'emploi public et des agents, avec un axe spécifique dédié à la prévention de la désinsertion professionnelle. Je ne veux pas être trop long, c'est juste schématiquement, si je peux résumer l'action du FIPHFP sur la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est de s'attacher à limiter les ruptures définitives d'emploi liées à des problèmes de santé ou de handicap. C'est également renforcer la qualité de vie au travail et l'adaptabilité des situations professionnelles. Donc voilà, le FIPHFP a tout un champ d'action, des leviers, et voilà, je serai à disposition de l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui s'il y a des besoins de compléments, d'informations et intervenir sur une ou deux problématiques soulevées dans mon propos liminaire. Merci. Merci beaucoup, Franck. Et effectivement, si des personnes veulent récupérer tes coordonnées aussi pour te contacter, nous, Avec grand plaisir. on fera le relais, bien évidemment. Merci, Géraldine. Alors, du coup, on passe maintenant à l'introduction donc de ce webinaire. Donc, un petit rappel de contexte. Ce webinaire, il s'inscrit dans la continuité de travaux engagés depuis 2 ans déjà autour des enjeux de la prévention et du maintien dans l'emploi. Donc, il y a eu des travaux menés en 2024 et 2025 qui ont fait ressortir des constats assez largement partagés, quel que soit le versant de la fonction publique. Du côté, alors ce qui est remonté dans ces actions, c'est des métiers fortement exposés, avec des contraintes physiques ou organisationnelles ou psychosociales, ou même les trois ensemble, j'ai envie de dire. Aussi une prévention qui est encore très souvent centrée sur la gestion de situations déjà dégradées et également des acteurs, référents handicap, préventeurs, RH, encadrants, qui parfois se retrouvent un petit peu isolés, en tout cas qui ont ce sentiment d'être isolés face à des restrictions médicales multiples, des situations parfois aussi complexes. Donc, ces constats, ce qu'ils nous disent, c'est que la prévention de la désinsertion professionnelle, souvent, elle reste quand même un petit peu tardive. On a tendance à agir quand l'agent déjà ne tient plus trop sur son poste, ou alors quand la reprise après un arrêt long est difficile, voire même quand l'inaptitude est déjà un petit peu trop proche. Alors, on le sait bien, aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte d'allongement de carrière avec de l'usure professionnelle qui se fait encore plus sentir, aussi une augmentation des situations de handicap ou de santé dégradée. Donc, la logique de prévention plutôt tertiaire qui est d'agir quand les problèmes sont déjà présents, au final, elle a un petit peu atteint ses limites. Et donc, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est vraiment de venir essayer de voir comment mieux articuler la gestion du handicap avec les démarches de prévention qui peuvent être mises en amont et surtout de manière à être le plus adapté possible au travail réel. Alors, pour revenir sur l'action de l'année dernière, puisque c'est vraiment les enseignements de cette action qu'on vient vous livrer aujourd'hui. Donc, en 2025, on a eu une action thématique qui était dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle à partir d'un métier spécifique et particulièrement exposé qui était celui d'aide-soignant. Alors, la démarche, elle s'est appuyée sur une co-construction avec des groupes de travail qui ont mobilisé une bonne vingtaine d'employeurs publics avec des référents handicap, des préventeurs, des acteurs RH, aussi des services de santé au travail,
On s'est appuyé également sur des visites de terrain pour vraiment être au plus proche de la réalité du travail. Et l'enjeu et la volonté qui a été le fil rouge de cette action 2025, c'était vraiment de venir penser la prévention comme un continuum. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire justement essayer de venir agir dès les premiers signaux, avant l'apparition des restrictions, par exemple, mais aussi de croiser les différentes approches, que ce soit la santé au travail, l'approche RH, l'approche aussi gestion des parcours professionnels. Tout ça pour sortir d'une logique d'action qui sont généralement plutôt isolées pour basculer vers des approches plutôt collectives et co-construites. Donc, c'est aussi l'idée que la prévention, elle doit être compréhensible, accessible et aussi transférable. Et c'est l'objet de ce webinaire parce que on est parti du métier d'aide-soignant l'année dernière, mais aujourd'hui, ce webinaire, il s'adresse à tous les métiers, tous les types d'établissements et aussi tous les versants de la fonction publique. Donc, vous allez voir que nos propos vont être un petit peu généralisés et ne seront pas ciblés sur le métier d'aide-soignant à proprement parler. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on va essayer en tout cas de vous présenter une méthode clé en main. L'objectif, c'est de vous donner des repères avec des pistes d'action. Alors, il y en a, vous allez sûrement vous dire, ah bah, telle chose, je connais, je mets déjà en place ça dans mon organisation. Il y aura sûrement des éléments que vous connaissez peut-être un petit peu moins, ou en tout cas que vous ne vous êtes pas encore approprié, ou vous n'avez peut-être pas réussi à mettre en place encore dans vos organisations. Voilà, nous, l'objectif, c'est de venir vous présenter toutes les pistes, tous les leviers, toutes les pistes d'action qui sont en tout cas transposables selon votre contexte. Alors, certains seront peut-être plus ou moins facilement appropriables, mais voilà, vous allez avoir tout un panel. Et à l'issue de ce webinaire, on vous transmettra la note qui a été rédigée l'année dernière, donc qui est spécifique aide-soignant, mais qui a déjà beaucoup d'éléments transposables, et également une fiche outil pratique qu'on vous présentera à la fin du webinaire, qui est un outil qu'on appelle un diagramme radar, hein, qui est une aide à la réflexion autour de la mobilité professionnelle. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit spoil avant la fin du webinaire. Alors, je passe la parole à mon collègue Jérémy pour la première partie. Merci Géraldine. Alors effectivement, quand on envisage en tout cas la prévention de la désinsertion professionnelle, l'idée c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui est à notre disposition aujourd'hui et sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir justement remonter dans l'échelle de la prévention, et c'est-à-dire de passer d'une prévention souvent tertiaire à une prévention plus secondaire déjà, pour aller ensuite plus vers de la prévention primaire qui a vocation à supprimer le risque à la source. L'objectif, il est double hein, dans cette approche où on remonte justement la logique de prévention. Il est de passer d'une logique de gestion des situations difficiles en matière de handicap ou de santé au travail à une gestion plus proactive de la santé au travail. Et ça ne peut pas s'envisager de façon silotée, c'est-à-dire que ça reste une thématique qui, quoi qu'il arrive, doit englober les autres services, les autres directions de vos structures. En l'occurrence, je pense à la RSE, par exemple, qui est un sujet qui est souvent d'actualité, mais investir sur la prévention professionnelle, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est faire de l'investissement durable avant tout, puisque du coup, on va améliorer d'une part les conditions de travail, et d'autre part, on va aussi prévenir les situations dégradées pour les personnes et donc mieux leur permettre de vivre leur situation de travail. Donc, pour l'ensemble de ces dispositifs, on a pu identifier, notamment grâce au groupe de travail, quelques constats généraux. C'est-à-dire que le premier point sur lequel il faut travailler quand on veut faire de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est quel est notre niveau culturel en termes d'organisation et comment aujourd'hui cette culture va pouvoir appuyer nos actions plutôt que de les freiner. Donc, définir la culture de l'organisation, c'est aujourd'hui quelle est la directive qui est donnée en matière de gestion de la santé ou de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire quels dispositifs on peut facilement appliquer, quelles sont nos compétences et aussi comment les situations sont vécues au quotidien par les personnes pour pouvoir au mieux les accompagner. Donc, ce changement culturel, il nécessite d'être accompagné pour éviter aussi de rester dans une logique, comme je vous le disais, strictement handicap,
mais plus dans une logique parcours emploi et employabilité au regard de l'état de santé. Et quand on approche cette culture, pour le coup, ça permet vraiment de créer une nouvelle dynamique où on n'est plus sur un porteur, un pilote qui dirige l'action, mais sur un ensemble d'acteurs qui sont coordonnés et qui, du coup, dans cette coordination, permettent d'obtenir de meilleurs résultats parce que tous ont le même objectif et que peu importe le chemin qui est pris, si l'objectif est clair dès le départ et que tout le monde s'inscrit dans cette logique, on arrive à des résultats qui sont bien plus probants et qui permettent vraiment de mieux accompagner les personnes. Donc cette coordination, elle est impérative pour les acteurs pour qu'ils puissent avoir une vision coordonnée et partagée, et aussi pour qu'ils puissent donner de la visibilité aux actions que vous allez mener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de dispositifs et d'actions qui sont engagées de la part des référents handicap, des RH et des différents gestionnaires, il y a quand même un manque de visibilité aussi sur ce qui est d'une part possible et d'autre part sur ce qui est mené. Et donc, cette action de coordination à travers les acteurs et cette culture va pouvoir mettre en valeur aussi le résultat de votre travail, mais c'est surtout aussi va pouvoir permettre de mieux accompagner vos agents au quotidien parce qu'ils seront plus dans une visibilité de ce qui peut leur être apporté. Donc, parmi l'ensemble des dispositifs auquel vous avez déjà accès, hein, il y a tout ce qui concerne les dispositifs collectifs et culturels. Donc, dans cette approche collective et culturelle, il y a déjà une logique d'anticipation. C'est-à-dire comment aujourd'hui on capte les signaux qui permettent d'identifier les situations qui commencent à se dégrader. L'idée, c'est pas d'intervenir une fois que la situation est avérée, mais de capter les premiers signaux pour pouvoir engager justement les actions qui vont permettre une reconversion plus facilitée ou une mobilité facilitée également si c'est nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. On anticipe au maximum. Et pour ça, il faut être structuré, c'est-à-dire il faut disposer d'un tableau de bord, de KPI qui vous permettent, en tout cas, l'idée, c'est pas d'en avoir 50, mais d'en avoir 3 ou 4 qui vous permettent de cibler directement les personnes qui peuvent être, en tout cas, à accompagner ou en tout cas à sensibiliser sur ces sujets. Le deuxième prérequis, on va dire, pour tout ce qui est dispositif collectif et culturel, c'est d'avoir aussi des personnes qui sont formées. Quand je vous dis repérer les signaux faibles, on va dire, alors ça s'improvise pas, ça s'improvise pas. Il y en a qui vont avoir cet aspect plutôt naturellement dans leur forme d'accompagnement ou de management, mais pour beaucoup, ça nécessite quand même de bénéficier d'une formation qui va leur permettre justement d'identifier ces signes, comment on peut aller au-devant de la personne pour l'accompagner au mieux et pouvoir aussi lui proposer des prestations qui sont logiquement à disposition dans l'organisation. Donc, une fois que les personnes ont cette culture commune de l'anticipation, qu'il y a des professionnels qui sont formés pour justement accompagner au mieux les personnes. Et je ne dis pas qu'il faut devenir expert, mais avoir un vernis, en tout cas de base, qui permet de gérer en première intention les situations. Ça peut être c'est toujours intéressant de coupler ça avec des groupes de parole, des espaces de discussion pour justement faciliter l'expression. Alors, ces espaces de discussion, ils peuvent être thématiques, dédiés, ils peuvent être organisés par la structure. L'idée, en tout cas, c'est de permettre aux personnes qui, quelquefois, ne souhaitent pas être identifiées ou reconnues tout de suite, de pouvoir avoir un espace de parole où elles vont pouvoir parler de leur situation sans être jugées. Des groupes de pairs aidants, par exemple, ça peut tout à fait faire ce type d'objet. Il y a de plus en plus de structures qui vont sur des accompagnements de pairs aidants pour faciliter exactement l'intégration de cette thématique dans l'organisation et aussi pour la personne. Donc, au final, quand on est dans cette logique anticipation, formation, groupe de parole, on couvre tous les champs qui permettent en tout cas de rassurer le collaborateur, l'agent, pour justement qu'il puisse s'exprimer de la meilleure façon possible et aussi de pouvoir prendre les devants. C'est surtout ça, ne plus arriver quand c'est trop tard, mais plutôt traiter les situations quand elles arrivent. En tout cas, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il y a une logique qui est quand même nécessaire et primordiale à garder en tête, c'est que quoi qu'il arrive, l'agent doit rester
au cœur de toute cette démarche. Si l'agent n'est pas impliqué, et quand je dis impliqué, c'est vraiment qu'il soit acteur. C'est lui qui doit décider de, OK, je commence peut-être à avoir des problématiques de santé ou alors des restrictions qui commencent à avoir un impact sur le travail. Bah, comment moi, en tant qu'agent, je vais aussi mobiliser les acteurs de l'organisation, m'inscrire dans un parcours de formation, qu'est-ce que j'ai envie, quels sont mes projets pour l'avenir. Donc si ça, on ne le prend pas en compte, tout aménagement qui, en tout cas, met pas l'agent au cœur du système, il a plutôt vocation à être voué à l'échec, puisque faut que la personne adhère, que derrière, le collectif de travail puisse aussi adhérer, qu'il y ait de la coordination entre les acteurs. Ça, c'est le premier point. Donc, dans les dispositifs collectifs et culturels, ce qu'il faut retenir, c'est que, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un engagement collectif sur cette démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. Sinon, enfin, on ne peut pas gérer les situations au goutte à goutte et de façon isolée. C'est-à-dire que les référents handicap, par exemple, si je vous prends comme exemple, vous êtes déjà souvent chargé entre les actions de communication, les actions de maintien dans l'emploi, sur lesquelles il faut aussi avoir une démarche quelquefois plus proactive. Aujourd'hui, si vous travaillez de façon isolée, vous n'aurez pas cette capacité, en tout cas, à pouvoir aller plus sur de la prévention primaire et donc de la prévention de la désinsertion professionnelle. Le deuxième aspect qu'on peut voir quand il s'agit de prévenir la désinsertion professionnelle, c'est que le fonctionnement en silo, et quand je pense silo, ça peut être quelquefois au niveau d'un service, d'une direction, mais quelquefois aussi au niveau d'un établissement. On n'a pas forcément l'habitude de partager à l'externe ces pratiques, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a de la coopération entre les établissements, on obtient de bien meilleurs résultats en matière de maintien dans l'emploi et aussi d'actions qui peuvent être mutualisées, partagées et presque inscrite de façon collective dans vos projets d'établissement, dans le projet de service ou dans la vie quotidienne. Ces réseaux, aujourd'hui, il y en a certains qui existent et ils permettent vraiment de partager des outils, les retours d'expérience. Ce sont des réseaux plutôt territoriaux qui pourraient gagner aussi à travailler sur des plateformes mutualisées de reclassement, de mobilité, de reconversion. En fait, c'est vraiment cette logique de se dire, je ne suis pas tout seul, mon établissement n'est pas tout seul, on fait partie de la fonction publique, publique hospitalière, territoriale ou d'État, mais à minima, on est dans un écosystème qui est bien plus vaste que son propre établissement ou que son propre service. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer des liens. Ces liens, ils peuvent être plus ou moins faciles d'une part, à alimenter et à faire vivre. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez commencé à tisser ces liens, vous pourrez mesurer l'engagement aussi des autres structures à travailler de façon collective et partagée pour justement améliorer les situations. Et ça permet surtout d'identifier des solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé initialement. J'ai envie de dire, quand on est dans une situation de maintien dans l'emploi ou de prévention de la désinsertion parce qu'on a capté des signes, plus il y a de cerveaux qui réfléchissent à la situation, plus on a de chances, en tout cas, d'avoir des mesures qui soient adaptées et pertinentes pour les personnes. Donc, travailler en- en intercommunalité, en interétablissement, c'est aussi une façon de pouvoir mieux prévenir des situations à l'avenir. Le troisième grand point, en tout cas en ce qui concerne la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est aussi qu'il faut être organisé d'une part et pouvoir piloter cette prévention. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez à disposition, et ça peut se construire, et je vous dis, il ne faut pas forcément en avoir 50, 3 ou 4 pertinents suffisent quelquefois. Mais en fait, il vous faut des tableaux de bord avec des indicateurs qui vous permettent de suivre les reprises, les post-reprises, les restrictions d'aptitude, les absences au travail, pour pouvoir justement déterminer un niveau, un seuil à partir duquel vous engagez en tout cas une action qui va vous permettre d'accompagner la personne. Donc, c'est ce pilotage et cette organisation qui, petit conseil, gagne
à être mise dans le cadre d'un groupe projet, un copil, vous voyez, que ce ne soit pas porté uniquement par une personne. Elle a vocation vraiment à faciliter le repérage précoce des signaux faibles et donc des situations, coordonner au mieux le parcours santé-travail pour justement inscrire la personne dans une dynamique de continuité professionnelle et pouvoir travailler en anticipation son employabilité et pas forcément son emploi, et pouvoir mieux accompagner aussi les situations de reprise, notamment quand les personnes ont été arrêtées depuis quelque temps, qui permet aussi bah, de fidéliser dans l'absolu et de pouvoir aussi, là encore une fois, mettre en place les mesures avant même quelquefois la reprise de l'agent sur son poste. Donc, cette logique, en tout cas, de pilotage, elle a vocation, enfin, ça a pour objectif vraiment, d'une part, de guider votre action quotidienne, mais aussi, d'autre part, de vous permettre d'élaborer un bilan annuel qui pourra être fondé, en tout cas, sur des éléments factuels et qui vous permettra aussi de définir la stratégie dans les mois et années à venir sur votre sujet qui est le handicap au travail, mais quelquefois aussi de façon plus large. Et inscrire du coup cette logique aussi, par exemple, dans une logique de QVCT, de RSE, pour pouvoir travailler avec d'autres acteurs qui vont alimenter aussi votre politique handicap. Je continue puisqu'il y a encore un point qui est intéressant quand on parle des dispositifs de prévention, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même aussi accès à pas mal d'éléments qui vous permettent d'identifier d'une part les risques, d'autre part les personnes concernées et enfin les mesures qui sont mises en place. Je pense que vous voyez tous ce à quoi je fais référence. Le document unique d'évaluation des risques, c'est un super outil qui est souvent sous-utilisé. Pourquoi? C'est pas une faute de connaissance ou faute de compétence, hein, c'est souvent faute de temps et de capacité pour pouvoir traiter les choses que ce document n'est pas assez utilisé. Mais aujourd'hui, le document unique reste quand même un appui sérieux et intéressant pour justement prévenir la désinsertion, puisque toutes les actions que vous ferez pour améliorer les conditions de travail et donc réduire potentiellement la pénibilité, réduire les risques et donc prévenir la désinsertion, peuvent être inscrites dans votre document unique qui a vocation du coup à pouvoir aussi faire en sorte que cette dynamique en tout cas d'amélioration de travail puisse être partagée interservices. Il y a aussi un deuxième outil qui est intéressant, c'est que si vous faites ce travail d'identification de vos KPI, ça va vous permettre de consolider les datas. Une fois que ces datas sont consolidées, si vous savez que vous avez par exemple 5% ou 10% de votre effectif qui est concerné par des problématiques de santé, ça peut être intéressant de les inscrire dans une logique de GEPP, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, de façon plus anticipée. C'est-à-dire si on sait que sur tel métier, par exemple, au bout de 10 ans d'exercice, on remarque qu'il y a une augmentation des problématiques de santé, vous ne pourrez pas forcément changer le monde, ce n'est pas l'idée. Mais par contre, vous pouvez aussi vous dire, je sais qu'au bout de 10 ans, il y a ces problématiques qui émergent de façon plus prégnante. Et entre 5 et 10 ans d'ancienneté pour nos agents, on va leur faire suivre des parcours de formation, des modules qui vont leur permettre de développer des compétences qui, si jamais la situation vient à se dégrader, permettront et faciliteront le reclassement dans un autre métier ou voire dans une autre fonction publique. Et autour de ça, vous avez quand même une batterie de partenaires qui sont là pour vous accompagner aussi, qui sont des partenaires soit financiers, soit des partenaires opérationnels, et qui disposent en tout cas d'outils et de méthodes sur lesquels il faut aussi vous appuyer et qu'il faut solliciter pour justement mettre en œuvre toute cette logique de coordination des acteurs, d'identification en amont des besoins et des difficultés pour justement créer en gros votre GEPP employabilité, quoi. Donc l'idée, c'est appuyez-vous sur ces partenaires, ça peut être la NFH pour la FPH, le FIP, comme l'a dit Franck tout à l'heure, le FIP il couvre l'ensemble des fonctions publiques et il est là pour accompagner opérationnellement aussi les
les besoins des organisations. Il y a la RS aussi pour la FPH. Et après, vous pouvez mobiliser différents experts en fonction de vos besoins, mais appuyez-vous aussi sur vos services de prévention et de santé au travail qui disposent d'experts et d'expertises qui sont mobilisables en fonction des besoins. Je pense notamment à ergonomes, etc. Ce sont des professionnels qui peuvent être toujours à plus-value, en tout cas dans ce genre de dynamique d'organisation. Donc, pour conclure, en résumé, ces dispositifs, c'est la base, en tout cas, d'une prévention efficace. Donc, les principales clés qu'il faut actionner quand on veut vraiment aller sur de la prévention de la désinsertion professionnelle, et l'idée, c'est quelquefois de se dire, on y va progressivement, mettons les choses faisons les choses pas à pas, montons le mur pierre à pierre pour éviter d'avoir quelque chose qui soit pas stable dans le temps. Donc, la première clé, c'est avant tout de travailler sur la culture. Où on en est, où on veut aller, quel est le delta et comment ce delta aussi il peut être accompagné, piloté et soutenu par la direction de l'organisation. Le deuxième point, c'est la coordination. C'est ce que je vous disais. Bah, il n'y a pas d'action qui permette d'avoir des résultats efficaces et pertinents si elle n'est pas coordonnée, cette action. Cette coordination, elle passe par un pilotage qui est centralisé, on va dire, mais qui est vraiment en soutien et en appui aussi des différents acteurs qui vont intervenir dans cette logique de prévention de désinsertion professionnelle. Et enfin, il faut être capable de s'outiller. Et aujourd'hui, ça reste quand même potentiellement une problématique, les outils, puisque il faut pouvoir disposer des indicateurs. Quand on a les outils, on n'a pas forcément les accès. Quand on a les accès, on n'a pas forcément les datas, parce que ce n'est pas forcément toujours bien saisi, etc. Donc, il faut avant tout avoir des outils solides, fiables, et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et dans lesquels vous avez confiance. Et la dernière étape, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut suivre, puisque la culture, ça reste quand même quelque chose de vivant, et qu'une culture qui n'est pas alimentée, elle finit par s'éteindre. Donc l'idée, c'est de suivre l'ensemble de ces actions, quand quand j'écris suivi, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en visibilité votre action et prouver que cette dynamique et cette culture, elles ne sont pas juste fantasmées, mais qu'elles sont réelles dans votre quotidien. Euh, Ah, on a un Faire bug partage. d'écran. Ah, voilà. Normalement, ça revient. Ok. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment construire sa politique de prévention de la désinsertion professionnelle. Ça nécessite d'y réfléchir en amont pour pouvoir mettre en place les dispositions prérequises pour que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a en tout cas fait tout ça, euh, l'idée, c'est quand même de voir aussi par famille de contraintes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié et qu'on a mis en place cette culture, cette organisation, comment aujourd'hui on peut capter ces contraintes et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer les situations. Alors pour ça, je vais laisser la parole à Géraldine, qui est la spécialiste de la question et qui va être en mesure de vous proposer quelques réponses déjà. Merci Jérémy. Alors, avant de passer à la partie suivante, j'ai vu passer, alors il y a des personnes qui se sont connectées un peu au fur et à mesure. Donc déjà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal je crois qu'il y a des questions, il y a des messages. Oui, on va, pour répondre à l'une d'entre elles, vous aurez la note de synthèse et aussi le support de présentation. Donc voilà, et puis il y aura ce temps d'échange à la fin aussi pour répondre à vos questions. Alors, du coup, pour passer, alors on a eu un petit bug d'écran qui nous a, je crois, un petit peu fait planter. Ah oui, on a un petit bug d'écran. Alors je vais juste, la présentation ne défile plus. Je vais arrêter 2 secondes de partage et remettre en route parce que ça nous a tout fait bugger. Hop, les aléas techniques. Et voici, normalement, ça va être à nouveau bon. Hop. Désolée pour ce petit aléa. Et voici, normalement, voilà, on est revenu sur la partie 2.
Alors, voilà, tout est revenu dans l'ordre. Alors, donc, Jérémy, il nous a montré donc comment une politique de prévention de la désinsertion professionnelle peut se structurer à l'échelle de l'organisation. Moi, ce que je vous propose maintenant pour cette deuxième partie, c'est de descendre d'un cran et de venir voir concrètement comment ça se passe sur le terrain en termes de prévention. Parce qu'au final, ben, avant d'être un dispositif, la prévention de la désinsertion pro, c'est avant tout une histoire de situation de travail, de signaux faibles, mais aussi de décisions prises ou pas d'ailleurs au fil du quotidien. Donc, à partir des enseignements de l'action menée en 2025, on a pu balayer 8 grandes familles de contraintes qu'on a regroupées 2 par 2 pour avoir une approche plus transverse et plus transposable aussi à l'ensemble des métiers et des versants de la fonction publique. Ces familles, on les retrouve à des degrés différents ben voilà, en fonction de l'organisation, en fonction des métiers. Mais ces grandes familles, elles nous aident en tout cas à comprendre quelles situations peuvent fragiliser les parcours professionnels et surtout à quel moment c'est encore possible d'agir et quoi faire. Alors, avant d'entrer dans les différentes familles de contraintes, je voulais aussi dire comment on a choisi de lire ces situations de travail. Dans les organisations, on sait que souvent la prévention commence par la prévention tertiaire, hein. On a plutôt tendance à agir quand la situation devient un peu intenable ou qu'il faut aménager, adapter, sécuriser. Alors, ce n'est pas un échec hein, de commencer par la prévention tertiaire. Évidemment, c'est une réalité partagée par bon nombre d'entre vous. Après, le risque, hein, c'est de rester bloqué à ce niveau-là et d'intervenir toujours un petit peu trop tard hein, quand la situation est vraiment dégradée. Alors, le rôle des référents handicap et des préventeurs, on le sait bien, hein, ce n'est pas d'être expert, Jérémy le disait, vous n'avez pas pour rôle d'être expert de tout. Par contre, vous êtes des chefs d'orchestre. Enfin, moi, si je peux récapituler en un mot, c'est vraiment la notion de chef d'orchestre, de venir repérer, faire circuler l'information, de mobiliser les bonnes expertises, hein, les ergonomes, les services techniques, l'encadrement aussi sur lequel on peut s'appuyer, et les équipes terrain, bien sûr. Donc, la logique qu'on va suivre là dans les slides qui suivent, c'est volontairement la même à chaque fois. On va partir du cas individuel, donc plutôt de la prévention tertiaire. On va repérer quand cette situation individuelle devient un signal collectif et voir comment ces situations peuvent nourrir des décisions plus structurantes. L'enjeu, il n'est pas au final de multiplier les dispositifs, d'en avoir plein, mais plutôt d'essayer de transformer les aménagements individuels en apprentissage organisationnel. Alors, on va commencer par les 2 premières familles de contraintes hein, et le quotidien tel qu'il est décrit par les participants à l'Action 2025. Là, on est sur les familles qui questionnent en tout cas les contraintes liées au matériel, à l'environnement de travail, aux locaux. Donc, ce qui remonte, hein, et vous allez peut-être vous retrouver en fonction des problématiques qui vous sont remontées par vos agents, il y a les sujets de locaux exigus, de circulation qui ne sont pas fluides, de zones de stockage éloignées, parfois du bruit aussi, de l'éclairage qui peut être inadapté, et aussi de l'environnement de travail hein, qui est parfois dégradé. Alors, soit les locaux sont vétustes, hein, soit il y a des travaux qui durent, parce que les travaux, on pense ponctuels, mais parfois les travaux, ça prend beaucoup de temps, donc ça devient une vraie contrainte au quotidien. Et dans ces mêmes espaces, eh ben, on a des agents qui doivent composer avec aussi du matériel peut-être absent, défectueux, ou parfois aussi mutualisé un petit peu à outrance, j'ai envie de dire. Très concrètement, ça se traduit par des allers-retours supplémentaires, des gestes qui sont réalisés autrement que prévu, parfois des contournements de procédure, parce que ce dont on a besoin n'est pas disponible au moment souhaité. Donc, isolément, ces ajustements, ils peuvent sembler assez mineurs, mais cumulés et jour après jour, au final, ils vont augmenter la fatigue, les TMS, et on va voir s'installer un sentiment d'usure qui va s'ancrer dans la durée. Alors,
On commence donc par la prévention tertiaire, hein, quand ces contraintes elles finissent par avoir un impact direct sur la santé des agents. Les organisations, souvent, réagissent, hein, et c'est légitime, et c'est une obligation légale aussi. Côté locaux, alors ce qui est souvent mis en place, et donc là vous vous reconnaîtrez plus facilement évidemment dans les mesures de prévention tertiaire, c'est de l'adaptation d'espace, c'est du matériel adapté comme par exemple des meubles, des plans de travail ou des bureaux à hauteur réglable, de la création ou en tout cas de la mobilisation de zones de repos pour des agents qui peuvent présenter des restrictions. Et côté matériel, tout ça, on va aussi s'appuyer pour financer les aides techniques individuelles. On va s'appuyer sur le FIPHFP avec les aides. Et également, on va s'appuyer, en tout cas, ce que vous nous remontez, c'est que vous vous appuyez surtout sur les services RH et services prévention santé au travail pour venir sécuriser la reprise après un arrêt long, un arrêt maladie ou parfois même après un reclassement. Bon, cette prévention tertiaire, elle est indispensable, mais elle intervient quand l'usure est déjà là. Elle traite donc la situation individuelle sans modifier à ce stade l'environnement à proprement parler, ni les équipements collectifs. Donc, si on remonte d'un cran, on arrive sur la prévention secondaire. Là, c'est parce que les situations individuelles finissent par se répéter. Vous, en tant que référent, préventeur, vous avez souvent les mêmes situations qui remontent et vous allez voir les mêmes difficultés, que ce soit des zones de travail qui sont sursollicitées, des postes trop exigus, etc. C'est à ce moment-là que la question de la prévention change de nature. On n'est plus face à un cas isolé, mais face à un réel dysfonctionnement du travail. Et, en termes de levier d'action pour la prévention secondaire sur ces familles, ça va plutôt déclencher des diagnostics ergonomiques qui vont être ciblés sur des problématiques. Ça peut être aussi le traitement d'expositions un peu anormales, que ce soit les travaux, la présence de nuisibles, le bruit, l'éclairage. Ça peut déjà être adapté assez rapidement quand vous voyez que c'est un problème qui est généralisé. Sur le matériel, que ce soit vous en tant que référent, préventeur, mais aussi votre organisation à plus grande échelle, c'est là aussi que vous pouvez mettre en place un système de signalement des dysfonctionnements, planifier de la maintenance qui va être de la maintenance préventive, et aussi d'associer à cette étape-là, par anticipation, des ergonomes ou des préventeurs à l'analyse des incidents. Les outils, le matériel, ce qui est intéressant aussi au stade de la prévention secondaire, c'est de déployer les formations pratiques à l'usage des agents pour qu'ils se servent correctement du matériel qui est proposé, parce qu'on le sait, parfois vous mettez en place du matériel ergonomique, mais les agents ne s'en servent pas toujours comme il serait bon de s'en servir. Donc il y a cette notion de formation qui vient vraiment rentrer et compléter la prévention secondaire. Donc l'enjeu ici est clair, hein, c'est éviter que la contrainte s'installe de manière durable. Et là, je remonte encore d'un cran, puisque le niveau le plus structurant, on le sait, ça reste la prévention tertiaire. Alors, en gros, c'est vraiment venir tirer des leçons de ce qui est vécu dans le tertiaire et le secondaire. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur la question du matériel, des locaux et de l'environnement de travail? Et là, on va plutôt être sur la partie conception des projets immobiliers, des projets d'aménagement, avec tous les enjeux d'ergonomie, d'accessibilité, de circulation, de stockage, de gestion de l'ambiance, hein, le bruit, la lumière. Côté matériel, ça passe par développer une politique d'achat et de renouvellement qui va être vraiment fondée sur les retours d'expérience des agents, avec l'intégration de critères ergonomiques dans les cahiers des charges, que ce soit le poids, la maniabilité, la hauteur, et aussi éventuellement peut-être pour certains métiers la constitution de stocks tampons qui évitent les ruptures ou la mutualisation du matériel. Alors je vous dis ça,
on sait très bien que le rôle des référents handicap et des préventeurs, c'est pas, en tout cas, c'est pas à vous de concevoir les projets immobiliers, les projets d'aménagement. Par contre, vous avez effectivement un rôle à y jouer. Et là, pour ça, vous avez besoin de l'appui de votre direction, hein. On revient sur la notion de culture et de pilotage dont parlait Jérémy tout à l'heure. Eh ben, il faut que ces exigences du terrain, et là, c'est là où est votre rôle, qu'elles soient portées collectivement et intégrées, on va dire, aux décisions le plus en amont possible. Donc oui, vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez concevoir les projets immobiliers, mais vous avez votre rôle à jouer dès la phase conception. Alors, 3 points de vigilance quand même, hein, sur ces 2 familles de contraintes professionnelles. Ben, d'abord, il faut associer les équipes à la conception ou à la réorganisation des espaces et aussi au choix du matériel. Ce sont les agents qui connaissent les usages réels. Donc, il faut les intégrer, en tout cas, intégrer leur point de vue. Et c'est là où vous avez, vous, votre rôle de coordonnateur, de venir récupérer toutes les informations. On rejoint aussi ce que disait Jérémy sur l'importance des indicateurs de suivi. C'est ça qui va vous aider aussi à identifier ce qui est récurrent, ce qui ne l'est pas. Ensuite, on a la coordination. Elle est vraiment au central sur ces 2 familles. Elles vont vous permettre d'éviter d'être sur de l'action ponctuelle, non reliée entre elles, pour passer à une logique plus globale. Le 3e point, c'est de maintenir une veille continue, parce qu'on sait que quand on fait des actions de conception, par exemple, on parlait de conception de locaux ou d'aménagement, et en fait, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Il faut maintenir une veille sur l'état des locaux, la maintenance du matériel, le suivi des signalements et même l'anticipation, hein. Je pense aux périodes de travaux. Tout ça, ça peut s'anticiper. Donc voilà, ces 2 premières familles, la logique est assez simple, hein. C'est qu'au final, on comprend que quand on apprend collectivement des contraintes du terrain, de l'environnement de travail, les outils, au lieu d'user, ils vont commencer là à protéger la santé des agents. Alors, on passe maintenant à la 3e et 4e famille de contraintes qu'on a réunies ensemble qui regroupent tout ce qui va être contraintes liées au rythme de travail, à la pénibilité des gestes et des postures. Alors, vous voyez, le lien, il peut être assez étroit avec les 2 premières familles que j'ai présentées. Là encore, à adapter en fonction de votre contexte, de vos métiers. Ici, on parle plus seulement d'environnement et d'outils, hein, mais bien de temps et du corps. Là, on va être sur la notion de rythme, c'est-à-dire les horaires décalés, le travail de nuit, les alternances jour-nuit, le rythme, hein, je pense aussi aux journées de 12 heures, par exemple, ou au travail répété les week-ends. Donc, tous ces rythmes de travail, ils viennent aussi s'ajouter à des contraintes physiques fortes, hein, que ce soit la manutention répétée, les postures contraignantes, la station debout prolongée, et les gestes aussi réalisés dans l'urgence ou avec de la fatigue. Et ce qui remonte de l'action 2025, c'est que cette usure du corps, via le rythme et les gestes et la pénibilité, souvent elle est silencieuse. C'est-à-dire qu'elle se manifeste par des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, des douleurs qui s'installent progressivement et surtout une difficulté à récupérer entre 2 cycles de travail. Donc, pris ensemble, le rythme et la pénibilité, ils finissent à la fois par peser sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychologique et donc à la capacité pour l'agent à tenir dans la durée. Alors, cette usure, quand elle devient trop forte, là, à nouveau, on est en prévention tertiaire, c'est elle qui s'impose en premier. Vous avez souvent l'outil qui est récurrent, c'est les mi-temps thérapeutiques ou les adaptations de planning aussi. Là encore, en lien avec le service RH et santé prévention au travail. Vous avez aussi la possibilité d'orienter certains agents vers des postes à horaires peut-être plus compatibles avec leurs restrictions ou vers des fonctions où le métier est moins pénible, en tout cas en termes de gestes et postures. Et bien sûr, après, il reste aussi cette partie outils et équipements spécifiques avec l'appui des aides du FIP-HFP notamment,
que vous pouvez mettre en place et c'est souvent vos premiers leviers d'action qui sont mobilisés. Donc là aussi, la prévention tertiaire, quand on intervient à ce niveau-là, souvent le corps, il a déjà encaissé pendant pas mal d'années toutes ces contraintes, d'où l'utilité d'actionner en tout cas les leviers d'action de la prévention secondaire. Alors, quels sont les leviers de la prévention secondaire sur les contraintes de rythme, de pénibilité, de gestes et postures? Et bien là, on va pouvoir passer sur de l'entretien, du questionnaire, une approche un peu plus qualitative pour interroger le retour, en tout cas des agents, mais aussi le suivi d'indicateurs comme par exemple l'observation de l'absentéisme. Et ce qui est souvent, ce que vous mettez souvent en place, et peut-être certains se reconnaîtront aussi, c'est de mettre en place des aménagements temporaires ou alors des aménagements de charges, en tout cas des allègements de charges. Parfois, une pause s'impose aussi, j'ai envie de dire. Et vous pouvez, certains mettre en tout cas déjà en place à ce niveau-là des mobilités internes temporaires pour éviter l'épuisement. Côté pénibilité physique, bon là, on va être vraiment sur l'identification précoce des signes de TMS. Le but étant de déclencher encore des diagnostics ergonomiques sur des postes qui sont plus exposés et qui nécessitent d'être adaptés à minima temporairement. Donc, par exemple, réduire les manipulations sur certains postes, adapter du coup, la charge entre agents, peut-être avoir du renfort ponctuel. Ça, ce sont des leviers qui sont fréquemment utilisés. Et donc, voilà, agir en tout cas sur un ajustement de l'organisation du travail. Là, on vient attendre, en tout cas, on ne vient pas attendre que la douleur ou la fatigue devienne chronique. Et le levier le plus important, le plus structurant, bien sûr, là, l'idéal de remonter d'un cran et de venir sur la prévention primaire, on va chercher à venir agir sur l'organisation. Et comment on fait sur ces familles de contraintes-là? Et bien là, on va basculer vraiment sur venir questionner, réévaluer les cycles horaires, les cycles de travail, peut-être tester. Certains nous ont parlé qu'ils avaient fait des tests, en tout cas de roulement entre les équipes, de mettre en place des binômes aussi, ou d'intégrer aux pratiques des vrais temps de récupération. Parce qu'on sait souvent, au final, il y a deux grands facteurs qui permettent de venir prévenir bien en amont, c'est à la fois le rythme et à la fois le temps de récupération. Parce que oui, avoir des poules de remplacement ou avoir un vivier interne pour pallier aux arrêts qu'ils soient longs ou courts, et en fait, ça, c'est temporaire si vous n'avez pas des rythmes et des temps de récupération qui sont mis en place. Alors, quelques points de vigilance pour aller de la prévention tertiaire à la prévention primaire sur ces deux familles. Là aussi, on vient associer les agents à toute la réflexion sur les cycles de travail, sur les gestes, parce que si vous faites ça, bien sûr, entre vous, vous risquez de passer en tout cas à côté de certaines contraintes du travail réel. Aussi, point de vigilance, et qui remonte souvent quand on vient retravailler la question du rythme, c'est de maintenir l'équité entre les équipes, notamment les équipes de nuit, de week-end, par rapport à celles qui travaillent la journée. Pourquoi? Parce que là, vous risquez de déplacer le problème et de générer des tensions. Et là, on va basculer sur une famille qu'on verra après qui rejoint plutôt les risques psychosociaux. Donc, bien anticiper ce point-là. Et aussi, une des clés de réussite et point de vigilance, c'est d'arriver en tout cas à venir objectiver la fatigue. On retombe sur les indicateurs de suivi, sur aussi l'identification des signaux faibles, d'où l'importance de formation aussi des encadrants dont parlait Jérémy tout à l'heure. Et quand vous allez faire des expérimentations, c'est aussi de pouvoir venir quantifier et suivre les effets de ces ajustements de pratique que vous mettez en place. Alors, on a déjà fait la moitié pour basculer sur une autre famille, en tout cas deux autres familles qu'on a réunies ensemble.
Et bien là, on va venir toucher un facteur qui est souvent décrit comme plutôt invisible, hein, mais qui pèse beaucoup sur le collectif, c'est l'encadrement, les effectifs, la formation et l'outillage professionnel, hein. Les participants au groupe 2025 ont beaucoup décrit en termes de prévention des équipes souvent fragilisées par des manques d'effectifs, des absences longues, des remplacements un peu trop répétés, en tout cas une forte rotation des agents. Concrètement, alors en fonction de vos contextes, vous penserez peut-être à certains cas aussi, mais concrètement, ça signifie que on a aussi moins de marge de manœuvre avec une charge de travail qui va se reporter sur ceux qui restent, parfois un sentiment d'injustice ou de lassitude qui peut s'installer. Et dans ce contexte, l'encadrement de proximité, il est en première ligne. Il doit à la fois assurer la continuité de service, gérer les plannings, accueillir, réintégrer les agents et tout en maintenant la cohésion d'équipe. Donc là, vous voyez, on est plutôt sur une question de compétences qui, au final, ne sont pas toujours adaptées aux évolutions du travail, hein, que ce soit, il y a des nouveaux outils qui débarquent, une nouvelle organisation, des nouvelles exigences. Et c'est là où le collectif, ça devient un facteur de risque professionnel à part entière. Et quand ces déséquilibres ils deviennent trop importants, souvent le réflexe prévention tertiaire, on vient sécuriser le parcours de l'agent. Là, ce sont les agents qui reviennent d'arrêt long, qui sont réaffectés, qui sont reclassés. Les dispositifs sur lesquels vous vous appuyez ou vous pouvez vous appuyer à ce moment-là, c'est la mise en place de tuteurs de reprise, organiser des retours progressifs en renforçant notamment l'accompagnement par les services RH, bien au-delà de la reprise effective. Ces retours au travail, ils sont souvent assez délicats parce qu'ils mettent aussi l'équipe en tension alors qu'elle l'est parfois déjà. Donc, c'est vraiment des leviers qui sont là pour réagir un peu sur le vif. Côté compétences, là, les leviers principaux que vous activez ou vous pouvez activer, c'est la formation, les démarches de VAE ou de reconnaissance des compétences professionnelles. Euh, En tout cas, dans une logique de reconversion ou de repositionnement à d'autres postes. Ces dispositifs donc, il fonctionne en tertiaire, mais là où la prévention secondaire va être utile à activer, et je vais vous citer quelques leviers à activer sur ces familles de contraintes, c'est aussi que ça nécessite, en tout cas, côté effectif et encadrement, de passer par des entretiens de régulation dès que les tensions commencent à apparaître. Que ce soit en ajustant temporairement la charge de travail ou les rythmes. En tout cas, votre levier de prévention secondaire, c'est le soutien explicite des cadres de proximité. Les participants, l'année dernière, ils ont beaucoup insisté sur l'importance des espaces de supervision, de coaching, d'échange de pratiques aussi pour ces encadrants qui se retrouvent souvent seuls face à des situations assez complexes. Côté compétences, la prévention secondaire, elle va se traduire en termes de levier par des accompagnements ciblés aussi, de la remise à niveau, du renforcement de compétences, des binômes d'appui, des parcours personnalisés. Et en tout cas, l'enjeu de cette prévention secondaire, c'est d'éviter que la difficulté d'un agent ou d'un manager se transforme et impacte, en tout cas, désorganise l'équipe. Alors, comment faire pour monter encore d'un cran, revenir au niveau de la prévention primaire sur ces familles de contraintes? L'objectif, là, c'est de rendre le collectif plus robuste. Alors, sur les effectifs, ça suppose d'évaluer régulièrement les besoins, d'anticiper les départs et les absences longues, bien sûr, dans la mesure du possible, parce que ça, on ne le sait pas toujours en avance, mais de structurer des vrais dispositifs de remplacement ou des partenariats aussi avec d'autres structures. Côté encadrement, c'est vos principaux leviers de prévention primaire, c'est de venir clarifier les rôles, les responsabilités de chacun, la marge de manœuvre, et en tout cas de venir aussi vous appuyer sur la formation des cadres à la prévention et à la régulation et l'animation des équipes.
Euh, sur ce volet-là, la prévention primaire, l'objectif, c'est de venir intégrer la santé au travail, le développement de tutorat et vraiment passer d'une logique de gestion de crise à une logique de sécurisation des collectifs. Juste quelques points de vigilance rapidement. Là, les points forts, c'est de venir renforcer les compétences managériales sur la santé au travail, hein, pas uniquement de la gestion administrative, de préserver les temps dédiés à la régulation d'équipe, qu'ils soient formels ou informels, hein, d'ailleurs, et de garantir un accès équitable à la formation. Ça, c'est souvent un point qui remonte. Euh, donc, en tout cas, que les agents, en fonction de leur statut, soient tous, en tout cas, dans la possibilité d'accéder à une formation. Euh, Jérémy parlait aussi de la pérédance tout à l'heure, que ce soit ça ou le tutorat. C'est aussi important de reconnaître l'importance de ces pratiques. Alors, ça, c'est bien beau, hein, mais pour vous, vous puissiez mettre ça en place, il faut vraiment que vous ayez l'appui de votre hiérarchie, de votre direction, qui est cette culture de prévention aussi des temps d'échange entre pairs qui soient portés. Alors, je finis cette partie par cette double dernière famille. Là, on est sur une dimension un peu plus, en tout cas moins tangible, mais très déterminante. On bascule aussi sur le côté risques psychosociaux. C'est la confrontation aux exigences relationnelles, aux exigences émotionnelles, et ça, c'est très en lien aussi avec la culture institutionnelle. Vous avez des agents qui sont confrontés à des situations difficiles, hein, que ce soit je pense à la fonction publique hospitalière, ça peut être des résidents en EHPAD ou autres, mais aussi des agents d'accueil qu'on retrouve dans tous les versants de la fonction publique qui sont en contact direct avec le public. En tout cas, ce qui a été mis en relief, c'est que la répétition de ces exigences, de ces difficultés, peut-être du contact avec une certaine forme de souffrance, euh, ben, ça, elle existe, mais souvent, il n'y a pas d'espace pour les agents pour s'exprimer et donc réguler les tensions que ça peut générer. Cette usure, en tout cas, elle est d'autant plus forte que l'institution ne reconnaît pas, dans le cas où si c'est le cas, en tout cas, lorsque l'institution ne reconnaît pas ces exigences relationnelles et émotionnelles qui sont présentes dans le travail, eh ben, ça devient encore plus ancré, plus marquant et plus impactant sur la santé des agents. Alors, niveau tertiaire, ce qui se met en place le plus souvent, ce sont des entretiens individuels ou collectifs, de l'accompagnement psychologique, que ce soit avec le psychologue du travail ou le psychologue interne qui est dédié au personnel, ou aussi avec les RH. Parfois, les exigences émotionnelles ou relationnelles deviennent tellement impactantes que certains agents ne peuvent plus poursuivre leur poste. Donc, c'est là où se mettent en place les parcours de mobilité interne ou de reclassement, voire de reconversion, hein. Vous avez aussi ce levier-là de quand même vous orienter vos agents vers d'autres fonctions, vers d'autres versants de la fonction publique. En tout cas, ces réponses, elles viennent apporter un premier niveau. Lorsque la souffrance devient chronique ou devient généralisée, là, vous avez le premier levier, hein, et qui va être le fondement de la prévention secondaire, c'est de venir aussi repérer les signaux faibles, par exemple l'irritabilité, l'isolement, la baisse d'engagement, les tensions au sein des équipes qui peuvent augmenter. À ce stade, ce que vous, en général, en tant que référent préventeur, vous pouvez mettre en place, c'est des temps de débrief en amont, alors en amont des difficultés, c'est-à-dire juste après une situation difficile. Ça peut être aussi avoir recours à de la médiation. Lorsque vous voyez qu'un conflit commence à s'installer, ça permet d'éviter l'escalade du conflit et d'aboutir à l'étape où déjà la situation, les tensions, les exigences relationnelles sont à un niveau qui relève plus du tertiaire. Mais là encore, l'appui institutionnel, et c'est là où ça rejoint la culture, il est important parce que si l'institution ne reconnaît pas
ces temps de régulation, les agents vont avoir du mal à s'en saisir et les encadrants aussi. Donc, dernière étape, si on vient essayer d'actionner des leviers en prévention primaire, hein, sur les exigences relationnelles et aussi émotionnelles, là, c'est déjà première étape, reconnaître que les exigences existent dans les métiers exercés dans votre institution. Ça passe par l'intégration, à ce dont parlait Jérémy tout à l'heure, au document unique d'évaluation des risques professionnels, mais aussi peut-être par vos plans d'action QVCT si vous en avez. Ça passe aussi par la formation des encadrants à la gestion des émotions et des situations difficiles. Aussi peut-être par la formation à la mise en place d'espaces de parole, de pratiques régulières, en tout cas de potentielles expressions du vécu professionnel. Dans tous les cas, ça nécessite effectivement ce portage stratégique. Et en point de vigilance, avant de laisser la parole à Jérémy sur la dernière partie, un des points importants, c'est de venir, parce que c'est encore souvent un peu, parfois, pas un tabou, mais c'est de venir dédramatiser le recours à l'écoute, le recours au soutien psychologique, d'en faire vraiment un droit et pas juste un aveu de faiblesse, en fait. Donc là, pour ça aussi, c'est important de bien rappeler qu'il y a ce cadre de confidentialité, de neutralité des échanges, des dispositifs. Et donc là, ça va permettre une meilleure appropriation de tous ces leviers d'action par les agents. Alors voilà pour cette partie qui était assez dense. Je laisse la parole à Jérémy pour la troisième et dernière partie avant le temps d'échange et de réponse à vos questions. Merci Géraldine. Alors effectivement, c'était très dense, c'était très dense, mais en gros, l'idée à travers la partie que Géraldine vous a présentée, c'est aussi de se dire, OK, dans mon organisation, j'ai des axes sur lesquels je peux identifier à quel niveau de prévention nous sommes pour justement derrière pouvoir, là encore une fois, mieux accompagner les personnes. Moi, je vais vous parler plutôt de la déclinaison justement de toute cette philosophie, de toute cette approche par famille de risque ou famille de métier, euh, pour justement la rendre plus opérationnelle et concrète pour vous dans le cadre d'actions de mobilité ou de passerelle métier. L'objectif à travers cette action de prévention de la désinsertion professionnelle, il peut être multiple, hein, parce que la prévention, elle s'inscrit et elle donne des résultats différents en fonction des situations des personnes. On peut être soit dans de la mobilité, on peut aussi envisager des reconversions. Donc, reconversion, ça peut être sur un métier qui est existant en interne, mais aussi reconversion vers des métiers qui n'existent pas en interne et donc qui impose ou oblige de faire de l'accompagnement externe aussi. Ça peut être un projet, hein, et, euh, et aussi, forcément, on pense maintien dans l'emploi, parce que dans l'absolu, une personne qui exerce un métier aujourd'hui, peut-être que c'est une vocation pour elle. Et notre accompagnement, quand on est référent handicap, quand on est préventeur, il n'est pas de remettre en question le projet de vie et le projet professionnel de la personne, mais voir comment ce projet peut s'inscrire dans l'organisation et comment on peut l'accompagner au mieux pour le faciliter. Quand ça, c'est possible, c'est super, mais ça ne l'est pas tout le temps. On le sait. Sinon, il n'y aurait jamais de reclassement, il n'y aurait jamais d'inaptitude professionnelle, etc. Donc, l'idée, c'est de travailler sur aujourd'hui. Quand je vous disais, il faut être dans l'anticipation, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je peux être dans l'anticipation? Quelle méthode je vais pouvoir mettre en œuvre dans l'organisation pour faciliter tout ça? Le travail qu'on a fait avec le groupe de travail l'année dernière, il a eu un aspect vraiment très intéressant justement sur cette logique de mobilité et d'aire de mobilité. On a travaillé sur 8 axes on était parti forcément sur le métier d'aide-soignant puisque c'était la logique en tout cas de cette action, mais on est parti sur 8 axes généraux qui peuvent être du coup réutilisés, hein. Moi, je vous invite à les réutiliser et qui nous permettaient en tout cas de positionner les compétences d'un métier de façon générique au regard des compétences d'un métier visé. Donc, sur ces différents axes de travail sur lesquels on a avancé, il y avait des compétences indispensables, hein, puisque sans compétences, on fait quand même difficilement évoluer les personnes, l'état de santé et les aptitudes,
Et là aussi, logique, si la personne a les compétences mais qu'elle n'est pas en mesure de tenir le job, ça sert un peu à rien. La formation et les qualifications, le marché de l'emploi et les débouchés, puisque là encore, avoir un projet de reconversion sur un métier sur lequel il n'y a pas d'opportunité, ou alors qui va nécessiter quand même une grande période de potentiellement d'errance professionnelle pour pouvoir trouver le métier de ses rêves, ça facilite pas non plus les démarches de reconversion et de mobilité. La proximité du métier, les aspirations et les valeurs personnelles, les conditions de travail et enfin la mobilité géographique. L'objectif, alors, on l'a fait avec 8 axes dans notre groupe de travail. Vous, dans votre logique du quotidien, il y a peut-être des axes sur lesquels vous ne voulez pas forcément développer l'action. Quand je pense par exemple proximité métier ou marché de l'emploi et débouchés, vous n'êtes pas forcément spécialiste du marché de l'emploi et pour le coup, ça peut être en tout cas des axes qui sont moins prégnants dans votre analyse. Mais l'idée, c'est d'avoir une démarche structurée pour justement mesurer existant et, et objectifs visés. Donc, il y a quand même quelques leviers pour faciliter toute cette mobilité, enfin toute cette oui, mobilité, reconversion, en tout cas faciliter la prévention de la désinsertion. C'est notamment la formation qui ne doit pas être envisagée seulement dans les PPR, par exemple, mais aussi qui peut être envisagée en amont à partir du moment où on a les KPI et les indicateurs qui nous permettent de dire la personne va aller vers une dégradation de son état de santé. Euh, donc, former le plus en amont possible. Pratiquer aussi des immersions. Le mieux pour appréhender un métier, c'est de le vivre. C'est pas de le connaître théoriquement ou sur une fiche. Donc, s'il y a des possibilités, en tout cas, de faciliter les immersions, il faut en profiter. Immersions soit en interne, mais ça peut être aussi des immersions en externe sur d'autres organisations pour que la personne appréhende au mieux le futur métier. Et ensuite, faire un suivi régulier de l'accompagnement, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, vous n'aurez des résultats que si vous aussi vous êtes engagé dans cet accompagnement, au même titre que la personne l'est pour sa propre employabilité. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, moi je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est quand même de pouvoir aussi travailler en réseau, parce que travailler en réseau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de ressources et de retour d'expérience possible pour justement améliorer vos pratiques en interne. Donc, n'hésitez jamais à partir du moment où vous avez vécu une situation presque en mode situation type, hein, à vous faire des règles déjà rien que pour vous, parce que c'est plus facile quand c'est structuré, là aussi, de se dire, OK, pour cette situation que j'ai vécue, par exemple, il y a 3 ans, on était allé jusque-là, comment je peux aller plus loin si possible, comment je peux... Vous voyez, si on a déjà des choses structurées et qu'on a stocké, c'est toujours plus utile. Et donc, en tout cas, dans la déclinaison de ces grandes familles de facteurs que vous a présenté Géraldine, on en a fait à partir des 8 axes que je vous ai présentés sur ma gauche, du coup. On en a fait un radar. L'idée du radar, c'est vraiment d'avoir une perception visuelle immédiate, directe, de où je dois mettre le curseur pour faciliter cette reconversion, cette mobilité, peu importe comment on appelle ça, en tout cas pour faciliter justement cette passerelle vers un autre emploi ou une employabilité renforcée. Là, on vous a pris l'exemple, par exemple, d'un aide-soignant qui a besoin d'être accompagné vers une reconversion. Il ne peut plus exercer son métier dans les mêmes conditions. Et donc, la préconisation, c'est une orientation vers un poste plutôt administratif ou tertiaire. Euh, dans cette situation, voilà, une possibilité qui est facilement envisagée et envisageable, c'est agent d'accueil. Quand on prend agent d'accueil, voilà, si on part sur l'aspect compétences, alors là, c'est fictif parce que l'objectif, c'est quand même que vous validiez ça avec la personne concernée. Je vous rappelle que la personne doit toujours être actrice de son parcours. Donc, c'est une évaluation qui peut être commune entre vous, référent handicap, le RH et la personne concernée pour justement évaluer au mieux là où il faudra mettre un effort supplémentaire. Donc, imaginons dans cette situation, vous voyez, en termes de compétences, voilà, ce qui est évalué par l'encadrant et la personne, on serait plutôt sur 2. Donc, plus on est vers le centre, plus c'est compliqué, plus on est vers l'extérieur, plus c'est facilité en matière de reconversion.
Là, on voit sur l'état de santé, par exemple, on pourrait évaluer à 3 si la personne a, par exemple, des problèmes de dos, des problèmes de TMS avec difficulté à faire des gestes répétitifs. Ça pourrait avoir un impact sur son futur job. Donc, il faut envisager, du coup, quand on voit 3, de mettre en place des aménagements avant la prise de poste, évidemment. En tout cas, déjà des aménagements de base. Sur la formation, vous voyez, on est quand même sur un autre métier quand on est AS et quand on est agent d'accueil, c'est pas les mêmes compétences. Autant d'un côté, on va être opérationnel, mais plutôt dans le soin et l'accompagnement des personnes. De l'autre côté, on doit être opérationnel, notamment sur l'utilisation des outils, l'interaction avec le public. Donc, c'est un métier qui quand même nécessite d'autres compétences et qui potentiellement peuvent être renforcées par de la formation. Et ainsi de suite, vous voyez, on balaye sur chacun des aspects l'ensemble des axes que nous, on avait retenus. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous, il vous semble plus pertinent de retenir que 6 axes au lieu de 8, par exemple, ou 5 axes au lieu de tout ça, c'est pas la problématique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche structurée. Cette structure, si elle est partagée entre plusieurs établissements, c'est toujours plus simple parce qu'au moins, vous parlez le même langage. Donc, on continue l'évaluation de notre aide-soignant vers le poste d'agent d'accueil. Et une fois qu'on a fini, vous voyez, l'intérêt, c'est de se dire, là, visuellement, logiquement, là, vous voyez tout de suite, où il faut mettre l'accent. En l'occurrence, on voit que sur les compétences, ça peut être problématique. Sur la proximité du métier, c'est problématique aujourd'hui aussi. Et en termes d'aspiration, c'est pas ce qui va motiver le plus la personne. Donc, il y a un travail d'accompagnement, d'une part, sur le deuil du métier à faire et sur la montée en compétences techniques sur le futur poste. Donc, c'est un double accompagnement. Vous voyez à travers moi, quand je vois ce radar, en tout cas, je vois tout de suite le double accompagnement, deuil du métier plus formation métier. Là où, quelquefois, il faudra plutôt travailler sur l'aménagement de la situation de travail ou l'ensemble des conditions de travail avant de travailler sur une quelconque aspiration à être reconverti. Donc, cette façon, en tout cas, d'appréhender les métiers, elle a vocation à être plutôt simple dans son utilisation et de pouvoir être partagée de façon à ce que chacun puisse aussi comprendre la même chose quand on voit le radar une fois qu'il est établi. Donc, quand on revient en tout cas de façon plus globale sur toutes ces actions en matière de mobilité et d'évaluation, et c'est pour ça vraiment que je vous disais tout à l'heure, ça ne peut pas être quelque chose qui se travaille de façon individuelle ou silotée. C'est forcément quelque chose que vous engagez avec votre service RH parce que c'est de la GEPP. Quand on parle là du radar, c'est de la GEPP. C'est de la GEPP adaptée à une situation de santé et ou d'aptitude d'un agent en particulier, mais ça reste, quoi qu'il arrive, de la GEPP. Et soit on est compétent sur tout, et ce qui est plutôt rare, soit on est compétent sur son domaine et on s'appuie sur les experts qui pourront nous accompagner sur les autres sujets. Donc pour ça, effectivement, il faut travailler sur l'accompagnement. Comment on fait passer, comment en tout cas on accompagne au mieux l'agent pour qu'il passe d'un point A à un point B. Euh, Suivre les situations, puisque une situation qui n'est pas suivie, ça ne vous permettra pas de la valoriser derrière, d'une part en termes d'efficacité et d'autre part aussi en termes de satisfaction pour l'agent, puisque je pense qu'on partage tous la même idée que derrière, l'objectif, c'est d'une part de trouver une solution ou d'accompagner à la mise en œuvre d'une solution pour l'agent et aussi que tout le monde puisse en tirer un bénéfice, donc de la satisfaction pour l'agent, un maintien de l'employabilité, mais même vous êtes des personnes inscrites dans une organisation, il faut que vous puissiez tirer un profit de ces actions. Et quand je dis tirer un profit, c'est ne serait-ce que de se dire, je sers à quelque chose, mon métier a du sens, j'ai réussi là où avant on n'y arrivait plus. Donc, vous voyez, ce type de suivi, en tout cas, va vous permettre d'avoir des retours sur investissement, j'ai envie de dire presque comme ça, autant de manière collective que de manière individuelle. Et enfin, ne jamais hésiter à penser la formation. Parce qu'on a beau dire que la formation n'est pas la solution à tout, et je partage ce point de vue, la formation n'est jamais la solution à tout. Pour autant, la solution reste un super outil pour accompagner durablement les personnes vers l'employabilité. Donc, travailler la mobilité, c'est avant tout prévenir, valoriser
Alors, quand je dis valoriser, c'est valoriser les compétences déjà existantes et les inscrire dans un parcours où elles pourront potentiellement être réutilisées. Une compétence, à minima, elle doit pouvoir être transférable aussi. Et donc, travailler cette transférabilité, ça va favoriser à terme le maintien dans l'emploi des personnes et surtout la prévention de la désinsertion. J'espère que j'ai été clair. Je voulais vous laisser quand même quelques minutes pour réagir. Je laisse le mot de conclusion à Géraldine. Géraldine, je t'en prie. Oui, alors bon, conclusion très courte parce que effectivement la priorité, ça va être pour la fin de vous laisser aussi, on va regarder les questions que vous avez posées dans le chat. En tout cas, juste ce que nous, on a voulu tout au long de ce webinaire faire, c'est en tout cas vous rebalayer l'ensemble des dispositifs existants qui sont utiles, hein, qui sont parfois utilisés tardivement. Mais l'approche centrale de cette démarche, c'était de vouloir remettre en tout cas au cœur de la réflexion la prévention primaire et d'accentuer effectivement avec ce dernier outil que vous a présenté Jérémy, en tout cas d'ouvrir la réflexion sur un parcours évolutif des carrières afin qu'au final les difficultés de santé ne soient pas vécues comme des impasses, mais qu'on puisse réouvrir en tout cas les perspectives, sécuriser les trajectoires aussi professionnelles et préserver les compétences au sein des établissements, puisque, ben, comme vous l'avez vu, on s'appuie sur les compétences existantes, mais on en développe d'autres. Donc voilà, c'était l'intention en tout cas qu'on a mis dans cette présentation. Donc, en rappel, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, donc le support, le radar, on en a fait une fiche outil qui va vous être envoyée. C'est une base. Il ne faut pas oublier qu'on a essayé de faire un outil général qui puisse être utilisé sur l'ensemble des métiers, l'ensemble des contextes, des versants de la fonction publique. Donc, il se doit avant tout d'être approprié. Voilà, appropriez-le vous, adaptez-le, enrichissez-le. Voilà, pourquoi pas s'en servir aussi vous quand vous faites déjà un groupe peut-être un petit groupe de travail entre acteurs internes pour voir comment vous en saisir. Et écoutez, je vous propose qu'on passe donc au temps d'échange de questions-réponses. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse aussi mieux vous voir et aussi vous donner la parole. Alors, on a une question de Malika qui demande si les passerelles prennent en compte les reclassements avec changement de catégorie, en l'occurrence plutôt évolution professionnelle, dont les compétences nécessitent une montée en compétences non négligeable pour un accompagnement réussi. Alors, effectivement, le radar, il permet aussi tout à fait de se dire, OK, sur cet axe-là, par exemple l'axe compétences, on va être quand même sur un besoin plus important qui nécessite un accompagnement plus durable et plus long. Et parce qu'on va être sur une formation qui nécessite, par exemple, enfin, qui est qualifiante ou diplômante. Et donc, il faut effectivement, et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et quand je vous disais anticiper, c'est aussi anticiper la durée du parcours de formation que la personne devra suivre pour justement s'inscrire dans de nouveaux métiers. Donc oui, c'est pris en compte, effectivement, c'est de l'évolution professionnelle, mais là encore, appuyez-vous sur les autres services pour ne pas avoir tout géré toute seule. Ensuite, on a disposez-vous de retour d'expérience d'employeur de la FPH sur le dispositif RecoPro. Alors, pour tout vous dire, c'est un dispositif qu'on a aussi pu découvrir lors de ce groupe de travail. Ce n'est pas forcément un dispositif très connu. On n'a pas aujourd'hui, à titre personnel, Géraldine ou moi, de retour sur RecoPro. Par contre, la façon dont ça nous a été évoqué, c'était quand même que c'est un outil qui reste pertinent dans l'accompagnement des agents qui sont en situation de reclassement. D'ailleurs, j'en profite parce que je crois avoir vu dans les participants, voilà. Nadia, est-ce que tu veux, n'hésitez pas à vous manifester pour prendre la parole. On peut vous ouvrir le micro, la caméra ou juste le micro si vous souhaitez. Nadia qui réagit justement, qui fait partie de la fonction publique hospitalière. Peut-être, Nadia, on peut te donner, oui, le micro. Le temps que je te trouve dans la liste. Hop, le micro, autoriser le micro. Ah, normalement, là, ça devrait être bon, Nadia. Tu devrais pouvoir activer ton micro.
Ou pas. Est-ce que C'est vous bon. m'entendez? Ah, oui, Oui, c'est bon. parfait. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, en fait, c'est un questionnement parce que j'ai des difficultés à avoir des retours d'expérience d'employeurs de la fonction publique hospitalière. Nous, on a réussi à monter un groupe de 10 personnes au niveau du GHT. Alors, ça a été un peu compliqué, je vous avoue, parce qu'effectivement, ça revient avec tous les constats que vous avez portés sur la culture et aussi on va dire, l'approche managériale de ces sujets-là et l'approche RH, dans le sens où j'ai pu mobiliser les gens qui étaient en absentéisme. Alors, RocoPro, je peux juste présenter très rapidement, c'est une action qui est portée par la NFH et qui permet aux agents en situation de handicap, reconnus ou pas, en absentéisme ou en activité, d'être accompagnés dans la définition ou l'identification d'un projet professionnel en cours de carrière. Donc moi, j'ai eu effectivement des agents en situation de handicap qui sont soit en risque d'inaptitude, soit en volonté aussi de se dire, bah, ça fait 20 ans que je fais le même métier, il y a une usure du métier et j'ai envie d'anticiper cette usure-là et de pouvoir me reconvertir sur un projet soit en interne, soit en externe. Et du coup, pour les gens qui étaient en absentéisme long, ça n'a pas posé de problème. Par contre, pour les gens en activité, j'ai eu l'argument de, bah, pour nécessité de service, il y a veto. Il y a veto alors que effectivement c'est 2, 3 jours par mois. Et il y a une période de stage qui pour moi est essentielle pour confronter la réalité du projet de 6 semaines alors sur le calendrier que nous on a déployé entre juin et juillet. Donc j'ai eu veto et c'est vrai que c'est très compliqué de faire comprendre en fait aux managers et parfois aux équipes RH aussi, à la direction RH, que la promotion de carrière, quoi, on voit le handicap souvent sous un prisme d'inaptitude et de reclassement et pas de se dire bah, j'ai le droit aussi à un développement de carrière et à voir ailleurs ce qui se passe et envisager aussi un autre métier. Effectivement, vous avez raison, Nadia. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aspect culturel. Si l'organisation n'est pas assez mature culturellement pour avancer sur ces sujets de façon alignée en termes d'objectifs, de moyens, c'est difficile pour vous, quand vous êtes plus opérationnel et que vous accompagnez directement les agents, de pouvoir aussi coordonner tout ça et de se dire, OK, moi je trouve des solutions, mais dans l'absolu, je ne suis pas suivi. Donc, c'est Exactement. pour ça que c'est impératif de travailler sur la culture de l'établissement. Ouais, on est d'accord. D'autres remarques, d'autres questions? Merci Nadia pour votre Je vous prie. intervention. Les freins sont constatés aussi dans la FPT. Merci Ouais. Malika de nous partager ça. D'autres remarques? Mais écoutez, Eh moi ben, j'aime bien les choses qui terminent à l'heure. C'est super. voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi une question qui ne vous est pas venue sur l'instant vous pouvez nous écrire. On va vous envoyer donc le support et le lien du replay. Alors peut-être pas aujourd'hui, le temps que ce soit mis en ligne sur la chaîne YouTube du FIPHFP, mais voilà, n'hésitez pas aussi à voir. Normalement, vous avez tous reçu le calendrier, le nouveau calendrier des actions 2026 du Handipact Île-de-France. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter en retour de mail quand je vais vous envoyer les supports. On a des actions très variées sur aussi bien du recrutement que du maintien dans l'emploi. Voilà, donc il y a pas mal de rendez-vous cette année à venir. En tout cas, merci à tous pour votre présence et puis on vous retrouve très bientôt pour un webinaire ou une autre action. Merci à tous. Bonne journée. À Merci. bientôt. Au revoir.